sera l'intelligence artificielle et les images satellites, des outils pour faciliter l'atteinte des objectifs de production d'énergie renouvelable dans les pays en voie de développement. Cette conférence sera présentée par Mme Claire Gosselin d'Efigis. Voici un résumé de notre conférencière. Gestionnaire, recherche et développement, Claire œuvre dans le domaine de la télédétection géomatique depuis plus de 25 ans. Après un terme de 5 ans au sein des Nations Unies à Bangkok en tant que spécialiste en application des technologies spatiales, elle a développé pendant une dizaine d'années le marché de la géomatique en Asie du Sud-Est pour le compte d'entreprises canadiennes. Chez Efigis depuis 2008, Claire se consacre au développement et à la gestion des projets de recherche et développement. Elle participe également au développement du marché international. Petit rappel, fermez vos sonneries de téléphone cellulaire pour le bien-être de la conférence. Et il y aura une période de questions de 5 minutes, si le temps le permet, à la fin. Alors, madame. Merci beaucoup. Merci d'être présent. Alors, je suis ici pour vous parler de ce projet-là qu'on a réalisé pour le compte de la Banque mondiale au Vietnam. Donc, je vais d'abord résumer, vous donner un aperçu d'Efigis pour ceux qui ne connaissent pas ou tout simplement pour vous rappeler. Je vais évidemment parler du projet de toiture solaire et de la méthodologie. Et je vais revenir par la suite sur les aspects d'intelligence artificielle. Donc, Efigis, en bref, on existe depuis déjà plus de 25 ans, depuis 91 en fait. Actuellement, on a 150, 160 employés et on dédie environ 15% de notre budget annuel en R&D. On est actif à l'international, notamment actuellement au Burkina Faso, en Afrique, et par ce projet avec la Banque mondiale au Vietnam. Alors, pourquoi le Vietnam et pourquoi l'énergie solaire? En fait, le Vietnam se développe actuellement à une vitesse très rapide et puis le gouvernement a manifesté un intérêt avec son horizon 2030 de développer les énergies renouvelables jusqu'à arriver à 12 gigawatts à partir de panneaux solaires. Donc, pour ce faire, évidemment, il faut évaluer les ressources, il faut déterminer où on peut installer les panneaux solaires. Et puis, la Banque mondiale a décidé d'appuyer le gouvernement pour justement les aider à déterminer, avoir un plan énergétique où aller installer les panneaux solaires, entre autres sur des toits dans les grandes villes, par opposition aux champs, aux fermes de panneaux solaires. Alors, on se concentre, nous, sur les toits en milieu urbain dans le cadre de ce projet-ci. Évidemment, la Banque mondiale est intéressée à ce qu'on développe une méthodologie qui soit abordable, parce qu'il y a plusieurs façons d'estimer le potentiel d'énergie solaire à partir des toits. Par exemple, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, on fait beaucoup à partir de données LIDAR, mais on peut comprendre que dans des pays en voie de développement, le coût des données LIDAR peut être prohibitif. Alors, la Banque mondiale nous a donné le mandat de développer une méthodologie qui serait beaucoup plus abordable. Alors, donc, le projet a été d'évaluer le potentiel énergétique pour 2 villes en particulier et en détail. Il s'agit de Da Nang, au centre du pays, et de Ho Chi Minh Ville, plus dans le sud. On voulait donc obtenir la superficie totale des toitures qui sont utiles pour l'installation de panneaux solaires. Et donc, à partir de là, déterminer la capacité en mégawatts et le potentiel total, des facteurs qui sont importants, évidemment, pour les investisseurs et puis ceux qui développent les panneaux solaires. Et, j'ai oublié de dire, on voulait avoir aussi une idée en extrapolant à partir de ces 2 villes-là pour le pays au complet. Alors, comme on peut imaginer, chaque toit n'est pas identique et ne présente pas les mêmes qualités pour installer des panneaux solaires. Son utilité, justement, dans ce but-là, est affectée par sa hauteur,
La pente, si la pente est orientée vers le soleil ou non aussi. Sa forme, parce que les panneaux solaires sont dans un format un peu particulier, donc c'est une toiture ronde, un dôme, pas la même capacité. Ensuite, s'il y a une présence d'obstruction ou pas. S'il y a plusieurs facettes, comment c'est des composantes ou des éléments d'information qui sont importants. Donc, ici, on voit tout simplement l'aire d'intérêt. Donc, les images ont été acquises sur toute cette zone-là. On parle en bas de 1000 km², je me souviens plus exactement. Mais ici, on a différentes dates. Il y a eu plusieurs dates d'images qui ont été acquises. On voit ici des exemples de toits au Vietnam, donc dans plutôt un secteur industriel où on voit bien sûr des grands toits en milieu urbain de très haute densité et puis en faible densité. Donc on voit qu'il y a quand même une grande variabilité dans la capacité des toits. Donc la méthodologie, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de conjuguer des techniques éprouvées, conventionnelles, et des techniques plus avancées. C'est pour ça qu'on parle ici de l'innovation en utilisant justement l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, la photogrammétrie, parce qu'on a acquis des images du satellite WorldView 3 stéréoscopique. En passant, ce satellite est actuellement le satellite qui offre la résolution au sol la plus élevée, soit de 30 cm. On a cherché, même si ces données-là sont plus chères que celles qui sont plus courantes à 50 cm, on a cru que ça valait la peine dans le cas d'un pays, en fait, dans le cas des milieux urbains où les toits peuvent être plus petits et puis on voulait aller chercher le maximum de détails. Donc, on a réussi à convaincre la Banque mondiale, en fait, de payer un peu plus cher pour les données pour avoir une meilleure information. Donc, les techniques qui ont été utilisées, la photogrammétrie, comme j'ai dit, pour extraire les informations sur la hauteur, la classification orientée objet pour délimiter nos toits, des fonctions SIG, évidemment, pour calculer différentes la pente, la superficie totale, etc. L'apprentissage profond pour encore mieux caractériser chacun des toits par sa forme, par exemple. Et on a utilisé aussi d'autres sources de données, les cartes d'occupation du sol existantes, donc avec le zonage, si c'était des régions, une zone plutôt industrielle, plutôt urbaine dense, etc. Et l'Atlas solaire. L'Atlas global solaire a été développé aussi par la Banque mondiale et est disponible en ligne. Donc, la Banque mondiale voulait qu'on utilise ces données-là pour calculer le potentiel de solaire. Alors, si on passe à la première étape, donc de la photogrammétrie, donc on a extrait automatiquement le modèle numérique de surface. Et on l'a corrigé en superposant les routes et l'hydrographie. Ça nous a permis d'un peu mieux cadrer les différents bâtiments. Et pour obtenir la hauteur, on a tout simplement extrait, donc dans un premier temps, le modèle numérique de surface. Par filtrage, on a obtenu le modèle numérique de terrain, donc au sol. Et évidemment, sur surface moins au sol, on a pu obtenir la hauteur de chacun des bâtiments. Et ce qui nous a aussi permis, parce que comme quand on avait des différentes pentes, on pouvait calculer la pente à partir de le point le plus haut, le point le plus bas des différents des toits. Alors, pour l'étape suivante, la classification orientée objet, donc, première partie consistait à faire une segmentation de notre image, où là, on distingue quand même que des parties de toit, des bosquets, des arbres, concentration d'arbres. Et une fois qu'on a classifié ça, on réussit à isoler les toits de façon plus ajustée. Alors, la différence entre la classification orientée objet par rapport à une classification traditionnelle par pixel, ben, on peut tenir compte de plusieurs autres paramètres que la signature spectrale, c'est-à-dire justement la taille, la forme, la texture, la hauteur et le contexte. Alors,
ça nous permet d'obtenir des résultats beaucoup plus intéressants en termes de résultats finaux. Troisième étape, donc les fonctions SIG pour évaluer justement l'orientation face au soleil, délimiter les contours, calculer les superficies de chacun des bâtiments. Et puis, évidemment, on dit que l'azimut ou l'orientation face au soleil est très important dans le cas des toits en pente. Bon, j'ai parlé tout à l'heure le calcul de la pente à partir de la hauteur. Par exemple, on voit ici un toit qui a différentes hauteurs parce que c'est un toit comme ça, à deux facettes. Alors, on prend l'hauteur maximale, l'hauteur minimale, et divisé par la largeur du bâtiment et la tangente de la pente qu'on nous donne. L'évaluation de l'ombrage aussi est importante parce que les bâtiments, dans des endroits où la densité des bâtiments est élevée, on peut avoir un bâtiment qui va porter de l'ombre sur un autre, donc c'est important de calculer ça. Alors, en tenant compte de l'éclairement solaire sur chacun des mois de l'année et aussi réparti à travers la journée, on a pu calculer une moyenne annuelle pour chaque bâtiment de l'ombrage, de cet effet-là d'ombrage d'autres bâtiments. Alors, la partie pour l'identification des types de toits, c'est là où on a utilisé l'intelligence artificielle, ce qui nous a permis de délimiter les toits à surface plane, ceux qui étaient à multipentes et plus complexes. On en voit ici des exemples. Bon, le plat le plus simple, sans aucune obstruction. On en voit un autre, une forme légèrement plus complexe, mais quand même plat, avec plus d'obstruction. En fait, on a différentes densités d'obstruction. Ensuite, on a les toits à 2 côtés, des toits à 4 côtés, des toits beaucoup plus complexes, des toits courbés et puis des toits circulaires. Donc, tous ces types de toits-là ont pu être identifiés en utilisant l'intelligence artificielle, de façon, évidemment, entièrement automatique. À partir de toutes ces informations-là sur les toits, donc, qui ont formé notre banque de données, on peut calculer la superficie utile, parce que c'est, comme on a vu tout à l'heure, la pente qui est orientée du côté nord est moins utile. Alors, on va donc calculer aussi avec une zone tampon qui est établie selon les bonnes pratiques dans le domaine de l'énergie solaire, la superficie finalement qui peut être considérée pour l'installation de panneaux solaires. Dans le cas des bâtiments résidentiels, on considérait que toute surface qui était plus petite que 10 mètres carrés ne présentait pas vraiment d'intérêt. Et dans le cas des bâtiments commerciaux ou industriels, on considérait qu'une superficie devait être d'au moins 100 mètres carrés. Ce qui nous donne un aperçu comme ceci, donc où chacun de ces bâtiments-là, donc les couleurs déterminent le type de bâtiment, et on avait donc la superficie, la hauteur, le type, son orientation, la pente et le zonage. Alors, je vous ai parlé de l'Atlas solaire tout à l'heure, développé par la Banque mondiale, donc c'est global. Pour le Vietnam, on voit justement évidemment dans le sud l'éclairement solaire beaucoup plus important que dans le nord. Alors, nos deux villes se situent ici, donc Ho Chi Minh et puis Da Nang. Et donc, l'Atlas servait à nous donner l'énergie solaire reçue au mètre carré. Nous, avec notre banque de données, on avait la superficie utile du toit et donc on peut présumer que l'efficacité des panneaux est d'environ 20%. Donc, ça nous donnait le potentiel énergétique pour chacun des toits. Ça a été fait pour 1 million de toits dans le cas d'Ho Chi Minh Ville. C'est quand même c'est pas mal de données. Dans des temps, évidemment, grâce à l'intelligence artificielle qui s'est faite de façon très rapide.
Bon, une des différents outputs sont les cartes des superficies utiles. On peut faire plusieurs types de cartes, mais on s'aperçoit ici, le centre-ville est localisé ici. Tout ce qui est plus grand que 50% du toit, on voit qu'il y a une concentration plus élevée en périphérie, alors que des superficies moins de 30% qui est difficile, on voit ça plus concentré ici, dans le centre-ville, justement. C'est qui est totalement compréhensible. En périphérie, on a les usines, les différents grands bâtiments là, qui se concentrent plutôt là-bas. Bon, un autre type de carte peut être celui de potentiel énergétique des toits, où est-ce qu'on a justement tout ce qui est en moins de 25 kW comme potentiel annuel, jusqu'à plus de 100 kWh en potentiel annuel. Alors, ça nous donne à peu près la distribution. Bon, donc, définition très simple de l'intelligence artificielle, ça modélise le raisonnement humain. Et comme mon prédécesseur Loïc tout à l'heure parlait, il y a 3 raisons principales pourquoi l'apprentissage profond ou le deep learning, connu sous le deep learning, est le plus populaire actuellement. D'une part, il y a une disponibilité très grande de big data qui sont annotés. Dans le cas des données de télédétection, on comprend que c'est particulièrement adapté parce que des données, on en a de plus en plus. Les capacités de calcul avec les GPU et la possibilité de faire des calculs en parallèle et les algorithmes d'apprentissage qui sont de plus en plus efficaces. Donc, c'est une technique qui existe depuis 1980, mais qui est devenue très populaire dernièrement. Alors, on me dit qu'il me reste juste 5 minutes. Je vais aller plus vite, d'autant plus que Loïc, tout à l'heure, a très bien expliqué ce que c'était. Mais donc, pour résumer, on parle de réseaux de milliers de neurones en apprentissage profond qui sont organisés en couches et qui travaillent en parallèle. Et chacun des neurones est associé à plusieurs paramètres. Alors, ce qui fait que le réseau de neurones est capable de traiter, processer des milliers de paramètres, contrairement à l'humain qui est capable d'en traiter ou d'en modéliser une vingtaine à la fois. Alors, ça montre la différence d'ordre de grandeur. Dans le cas qui nous concerne, donc, pour chaque objet, les images annotées, donc les objets qu'on fournit, ils sont examinés à différentes échelles, ce qui multiplie les éléments d'information pour chaque objet. Puis ici, bon, on a une illustration, donc un toit qui est examiné à plusieurs échelles, qui ensuite est utilisé dans un classificateur pour déterminer les différents types de toits. Alors, donc, ici, par exemple, on a nos différents types de toits qui sont annotés, 4 facettes, 2 facettes, une facette. Pour chacun, on démultiplie le nombre d'éléments d'information afin d'aider le réseau de neurones à reconnaître les différents objets, ce qui fait qu'on obtient à la fin une énorme banque de données annotées qui nourrissent le réseau de neurones qui, par la suite, nous donne les résultats. Donc, les accents, on a vu celle-là. Et je complète en disant que dans le domaine de la télédétection, en fait, une base de données comme celle-ci, à partir d'images satellites, on peut voir plusieurs nouvelles applications qui peuvent être développées. On peut penser, entre autres, dans les cas de dommages, en cas de catastrophe, les bâtiments existants et ceux qui sont détruits partiellement ou totalement. Et ça peut aussi aider énormément en planification urbaine. Alors, je suis prête à recevoir vos questions. Merci, Mme Gosselin. On a le temps pour des questions. Ça demande énormément d'échantillons par type de toit. Donc, est-ce que c'est des données qui existaient déjà sur... Est-ce qu'on m'entendait?
aussi, ouais. Oui, ah, d'accord. En fait, c'est nous qui les avons annotés. Mais comme j'ai peut-être été vite sur cet aspect-là, mais pour chaque toit, par exemple, qu'on annotait, on disait, bon, ça, c'est un plat. Ben, on pouvait, avec les effets d'orientation, on pouvait multiplier ça par 10 pour un seul toit. Donc, donc on en fait quelques centaines parce qu'ils sont devenus quelques milliers, ce qui a été suffisant pour nourrir le réseau de neurones. Ça répond à ta question. Il y aurait d'autres questions? Bonjour. Concernant votre choix de résolution, vous aviez pris des images haute résolution de 30 cm. Vous parliez aussi d'une autre option à 50. Avoir à refaire un projet comme celui-là, est-ce que vous auriez pris une décision autre, c'est-à-dire de vous contenter du 50 cm ou de faire moitié-moitié en zone périurbaine, par exemple, à 50, oui, et en zone urbaine, forte densité, peut-être garder du 30 pour économiser sur le budget du projet? Oui, c'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est votre suggestion d'utiliser le 30 cm en milieu plus urbain et puis peut-être du 50 cm où on sait que les bâtiments sont beaucoup plus grands. Je pense que c'est quelque chose qui serait à explorer. Nous, on avait un certain budget, on savait, c'est la première fois qu'on le faisait, donc on voulait mettre toutes les chances de notre côté en utilisant le 30 cm. Et puis, c'est effectivement, je pense, une option là, qu'on pourrait regarder de concentrer le 30 cm seulement sur les petits toits, puis, parce que ça réduit les coûts. Une dernière question. Quelqu'un est intéressé? Oui. Bonjour, j'aimerais juste savoir quelle librairie est-ce que vous avez utilisée pour l'apprentissage profond? Pour être honnête, non, je pourrais demander à nos analystes, là, mais je ne crois pas que... Oui. eCognition a été utilisé pour la classification orientée objet, tout à fait. Ouais. Il y a une librairie. OK. C'est possible, c'est possible. Ça, c'est pas un détail que je... Ouais. Non, merci beaucoup. Merci, Mme Bertin. Merci.